L'Italie, place forte de la culture et de l'industrie européenne, est l'un des pays qui ont inventé l'automobile moderne. Depuis plus d'un siècle, ces voitures font référence dans le monde entier par leurs innovations techniques et leurs lignes souvent irrésistibles. Les voitures italiennes ont toujours donné l'impression d'être plus brillantes, d'être plus vivantes, plus agréables à conduire, plus sportives. Le style italien dans l'automobile, c'est de l'art. Pour comprendre comment ce style s'est imposé, Le Tone, journaliste automobile, va nous faire découvrir les modèles cultes qui en sont à l'origine. À commencer par les voitures sportives qui font la fierté de l'Italie, les sublimes Maserati, Alfa Romeo et Lancia des années 50 et 60, carrossés par les grands maîtres milanais ou turinois du design. Ou encore les Ferrari 250 GT, ces merveilles qui ont défini les codes techniques et esthétiques du super luxe à partir de 1952. Non mais mec, là c'est un rêve pour moi, tu vois. Le Tone reviendra sur la Lamborghini Miura de 1966 Waouh, ça pousse, c'est trop bon. et sur la Ferrari Testarossa de 1984. Ok, y a pas d'ABS. T'as compris, hein? Ouais. Ces bijoux technologiques ont donné naissance à une nouvelle catégorie de bolides de route, les supercars. L'Italie a aussi marqué l'histoire avec des voitures populaires, astucieuses et mignonnes à toutes les époques, comme la Fiat Topolino en 1936, une citadine qui avait 10 ans d'avance sur notre deux chevaux. Ses héritières, les 600 et 500, ont contribué à motoriser l'Europe de l'après-guerre et à y diffuser le plaisir de conduire. On peut pas tout dire qu'est-ce qu'on faisait avec la Fiat 500. Les Italiens ont le génie de transformer ces petites voitures en sportives accessibles. Par exemple, l'A112 Abarth des années 70, pionnière du genre. Dans le très rapide, quand tu mets la cinquième à fond, tu dois quand même flipper quoi. Ouais. Parce que ça va faire bim bom bim bom. Ça sautille, c'est flou, c'est... Depuis la fin du XXe siècle, les crises économiques et sociales et la concurrence internationale ont affaibli l'automobile italienne et certaines marques sont en déclin. Mais il leur reste le savoir-faire et le charme pour rebondir. La voiture italienne, elle parle avec les mains, elle est à l'image de l'Italie, elle est conviviale, c'est un soleil. Voici comment, depuis les débuts de l'automobile, le pays de Botticelli et de Ferrari a réussi à transmettre ce soleil. Ferrari, le nec plus ultra de l'automobile d'exception. Cette marque culte est la plus emblématique du style italien. Ce mélange de tradition, d'audace et de modernité qui éblouit depuis des générations tous les amateurs de belles voitures. Ce qui définit une automobile italienne, c'est la finesse de la ligne, l'élégance et une mécanique performante, véloce, nerveuse. On a un style italien parce qu'on pourrait dire que ce sont les Italiens qui ont créé le style automobile. C'est absolument incroyable de voir ce petit pays qui a eu une influence mondiale sur le design automobile. La 296 GTB à moteur hybride essence électrique, une des dernières nées de la gamme Ferrari sortie en 2022, est une parfaite illustration de ce savoir-faire si particulier. Ligne époustouflante et technologie dernier cri issue de la compétition. Le meilleur de l'Italie sur 4 roues. Le Tone l'a essayé dans les rues de Paris avec Thomas Neubauer, un jeune pilote de 23 ans amoureux des Ferrari. Cette voiture, c'est une Ferrari avec un châssis incroyable, des freins incroyables, un moteur incroyable. Non mais c'est vrai que c'est surprenant. Cette sensation dans une Ferrari avec une maniabilité, une précision d'une voiture pareille, je trouve ça quand même assez hallucinant. Je suis assez d'accord. En fait, on a l'avantage des deux. C'est-à-dire que quand tu as besoin de beaucoup de puissance, tu as le moteur thermique qui se met en route. Mais en fait, l'électrique aussi, à bas régime et en roulant comme ça à basse vitesse, c'est hyper réactif, c'est tout le temps, ça répond tout de suite. C'est vraiment réussi et c'est intéressant parce que ça prouve que Ferrari est en train de penser au monde d'après et qu'ils sont en train de se projeter dans le futur. Cette Ferrari qui prépare le futur est aussi l'héritage du passé. Le produit d'une longue histoire qui a commencé bien avant la naissance de Ferrari il y a plus de 120 ans. Toutes les marques italiennes que nous connaissons ont en effet un lien de parenté avec cet homme, Giovanni Agnelli, premier du nom, un riche propriétaire terrien du Piémont.
Nous sommes à la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle, et une nouvelle forme de mobilité vient de faire son apparition en Europe. Des fiacres sans chevaux entraînés par un moteur. Giovanni Agnelli est convaincu que ces machines fascinantes qu'il a vues rouler en Allemagne et en France vont révolutionner les modes de vie. Particulièrement en Italie, qui est encore un pays rural, en retard sur ses voisins sur le plan industriel. En 1899, il crée la fabrique industrielle d'automobiles de Turin, autrement dit, la Fiat. Lui, il a une vision, il voit loin. Autant ses amis ont envie de faire des voitures pour s'amuser, comme ça se faisait à l'époque, lui, il a vraiment envie d'en faire une vraie industrie. Militaire de formation, Agnelli n'est pas ingénieur, mais il s'entoure des meilleurs spécialistes de cette industrie naissante. Il fait construire une petite usine à Turin, la Corso Dante, et présente dès 1900 son premier modèle, la Fiat 3,5. Même si ses formes rappellent celles d'une calèche, cette première voiture est munie d'un petit bicylindre qui actionne les roues par une chaîne. Elles sont toutes différentes, ces premières voitures des grandes marques. Il y a toujours une petite solution qui différait, même si c'est toujours 4 roues, un volant, un moteur. Quelque part, il y a une vraie spécificité italienne. Bon, là, c'était le repose-pied qui était parfaitement dessiné, qui ne ressemble pas à la première voiture de Louis Renault et qui ne ressemble pas à la première voiture d'André Citroën. Au début du XXe siècle, Agnelli élargit progressivement sa gamme. Il n'est encore qu'un petit constructeur parmi beaucoup d'autres en Europe. Mais il va changer de dimension et se faire connaître dans le monde entier en se lançant avec succès dans la conception de bolides de course. La course, c'est indispensable pour un constructeur de dimension européenne ou internationale pour se différencier, montrer qu'on sait faire au moins aussi bien, voire mieux que le voisin. Et donc Fiat se lance à corps perdu aussi dans la compétition en faisant très tôt des réalisations vraiment audacieuses. Parmi ces réalisations, l'une des plus célèbres est la Fiat S76 créée en 1911 pour battre le record du monde de vitesse. Surnommée la bête de Turin, la S76 était un monstre de presque 2 tonnes, doté d'un énorme moteur de 290 chevaux. Ce moteur, il fait 28 litres de cylindrée et autour de ce moteur, on construit la voiture. Si bien que le pilote, quand il est dans la voiture, il a face à lui le moteur. Il voit presque pas la route. En 1913, la bête de Turin atteint 225 km/h sur une piste à Ostende en Belgique. Elle est alors la voiture la plus rapide du monde. La S76 contribuera énormément à la réputation de Fiat comme constructeur de premier plan. À cette époque, la firme italienne brille aussi dans les grands prix en Europe et aux États-Unis avec une autre voiture légendaire, la S61 Corsa. Elle fait 10 litres de cylindrée, c'est une 2 places, elle fait aux environs de 200 chevaux et elle est capable de rouler à 150 km/h. C'est ce que l'on peut faire de mieux en termes de voiture de course, en termes de technique à l'époque. La S61 va faire connaître Fiat dans le monde entier, en se classant 3e à Indianapolis en 1911 et en remportant le Grand Prix d'Amérique l'année suivante. Et cette victoire, elle est vraiment emblématique pour Fiat qui très tôt a des vues sur les États-Unis et qui veut s'implanter aux États-Unis. Pour découvrir ce monument de la course automobile, le Tone a rendez-vous au Hub Héritage à Turin, au lieu du patrimoine roulant de toutes les marques du groupe Fiat. Ce hangar de 15 000 m², normalement fermé au public, ancien atelier de l'entreprise, abrite pas moins de 250 voitures de toutes les époques, minutieusement entretenues. Salut Gianfranco. Bienvenue au Heritage Hub. C'est super, on dit le hub ou le Heritage Hub? Pas comme tu veux. Comme on veut. Ici, on a presque 150 Fiat, plus de 120 Lancia, une bonne quantité de voitures Abarth, mais il y a aussi quelques petites Alfa Romeo et quelques petites Jeep. Gianfranco Gentile a pour mission de conserver tous ces trésors, avec une attention particulière sur les plus précieux, les premières Fiat de course. Là, c'est une voiture de Grand Prix, elle s'appelle S61.
construite en 1908 pour courir en Amérique. Au début des années 20, les Fiat font pas mal de courses et de grands prix. Vas-y, on regarde un peu le moteur, ça prend 2 secondes. On pourra la conduire, celle-là, ou pas? On l'a conduite, mais je ne vais pas te laisser la conduire Ah, d'accord, maintenant. parce que tu me connaissais d'avant que j'arrive. Voilà, c'est ça. C'est ça. T'es célèbre. On ne va pas le faire. Ah, mais voilà. c'est trop beau en plus. Et déjà, la voiture elle était rouge, parce que ce qui est très intéressant à savoir, c'est que chaque pays Avait une couleur, une couleur. Et donc, pour l'Allemagne, c'était le blanc, pour commencer. L'Angleterre avait le vert, le célèbre British Racing Green. Et la France, vous le savez, c'était le bleu. La plus jolie couleur était pour la France. Et l'Italie avait le rouge. Et donc, c'est pour ça que quand on dit Rosso Ferrari ou Rosso Alfa Romeo, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est plutôt le Rosso italien. Et voilà, là, on a du Rosso Fiat. Ça, c'est la rampe pour monter à bord? Non. Tu vas pas monter de ce côté. T'imagines quand tu mettais ton bras là sur le pot d'échappement Je crois que c'était pas le cas. Ouais. Et on s'imagine pas qu'à l'époque, on pouvait passer 200 km/h dans une voiture qui a un châssis en bois, des lanières en cuir en guise de transmission, des commandes à l'extérieur, un tout petit volant, un tout petit fauteuil, pas de ceinture de sécurité. Finalement, je suis assez content de ne pas l'avoir essayé, celle-là. Parallèlement à la compétition, Fiat développe une gamme complète de voitures et commence à les exporter. La firme grandit à toute vitesse et se diversifie dans d'autres secteurs industriels. Fiat produit vraiment de tout, des camions, des voitures, des moteurs d'avion. La Première Guerre mondiale, dans laquelle le Royaume d'Italie s'engage aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, va encore accélérer cette croissance. Fiat est le premier fournisseur de l'armée italienne en matériel militaire et son chiffre d'affaires s'envole. Du coup, Agnelli amasse une fortune considérable à cette époque et ressort de la guerre nanti d'un pouvoir colossal en Italie. Cette montée en puissance va permettre à Agnelli d'investir massivement dans la production de très grandes séries sur le modèle de Ford aux États-Unis. Giovanni Agnelli va comprendre que le futur de l'industrie automobile, c'est pas la production en atelier, c'est la production de masse. Giovanni Agnelli voit les choses en grand. Entre 1916 et 1922, il fait construire à Turin une usine gigantesque en forme de lingot, le Lingotto. L'usine du Lingotto, c'est l'application parfaite du Fordisme, encore mieux que chez Ford. Les automobiles commencent à être assemblées au premier niveau et puis au fur et à mesure, elles montent d'un étage pour les différentes finitions. Et ensuite, les voitures accèdent à une piste. La ligne droite fait 400 mètres, il y a 100 mètres de virage de chaque côté. Et en fait, les voitures peuvent être essayées. Et de chaque côté du bâtiment, il y a une rampe hélicoïdale qui permet d'accéder à chaque niveau et au niveau ultime. L'usine du Lingotto a fonctionné pendant 60 ans jusqu'à sa fermeture en 1982. Elle a été transformée depuis en centre commercial et artistique, mais l'anneau de 1 km qui fait le tour de son toit existe toujours. Le Tone a été autorisé à le parcourir au volant d'une Fiat 500 électrique, car ce toit a été végétalisé et les véhicules à moteur thermique n'ont plus le droit d'y circuler. Il y avait un vrai banking. Le banking, c'est ce que je prends là. Donc je pense qu'on peut monter jusqu'à 90 km/h en haut du banking. Symboliquement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'automobile se transforme. Et du toit d'une usine la plus polluée du monde, on fait un jardin et un centre d'art, un peu comme l'automobile se transforme en 100% électrique. Finalement, c'est un stade olympique sur plusieurs étages. C'était un peu surréaliste quand j'ai commencé à prendre le volant de la voiture et à conduire sur le toit. J'ai essayé de m'imaginer des vrais ingénieurs qui, à l'époque, prenaient des vraies données avec les voitures en faisant le tour du toit pour ensuite les vendre à la population. Avec cette usine ultramoderne, Fiat suit la voie du français André Citroën qui fut en 1919 le premier industriel à importer en Europe la révolution fordiste et la production de masse. En 1922, Benito Mussolini prend le pouvoir à Rome. Le leader fasciste promet de redresser le royaume d'Italie, frappé après la guerre par une profonde crise économique et politique.
Giovanni Agnelli, qui sera élu sénateur l'année suivante, fait partie des industriels de la péninsule qui le soutiennent. Son empire est alors le fer de lance de la modernisation de ce pays encore peu motorisé. Des chaînes de montage du Lingotto sortent les premières Fiat destinées aux classes moyennes comme la 501, la 509 et surtout la 508 lancée en 1932 qui sera le premier succès commercial de Fiat. Elle va être un peu récupérée par le régime fasciste de l'époque, puisqu'elle sera surnommée Balilla, qui est le nom d'un organisme dévolu aux jeunesses mussoliniennes. Mais c'est vraiment un premier pas vers la démocratisation de masse en fait, de l'automobile. Relativement bon marché, la 508 Balilla répond en effet au rêve de Mussolini d'offrir aux Italiens une voiture populaire qui symboliserait la modernisation de l'Italie par le régime fasciste. Un instrument de propagande, exactement la même idée que reprendra Hitler quelques années plus tard avec la Volkswagen en Allemagne. Grâce à la 509 puis la Balilla, Fiat devient un des principaux constructeurs européens. Sa production se chiffre en dizaines de milliers de véhicules par an, ce qui, en Europe à l'époque, est très important. Ça va déboucher sur une autre voiture qui, elle, va connaître un succès encore plus important, qui sera la 500 Topolino en 1936. Demandée avec insistance par le Duce au sénateur Agnelli, la Topolino va beaucoup plus loin que la Balilla. C'est un tout petit véhicule pensé pour être accessible non plus seulement aux classes moyennes, mais à tous les Italiens. Elle a été faite vraiment avec un cahier des charges de prix de revient et non plus seulement avec un cahier des charges de, on va dire, satisfaction technique de faire un bel objet. Il fallait que les ouvriers puissent se l'acheter comme il fallait que les ouvriers de Ford puissent acheter une Ford T. C'est une voiture de 2 places qui doit être économique, donc avec un moteur de faible cylindrée. Avec des freins hydrauliques, avec un système 12 volts, avec une carrosserie parfaitement bien conçue. C'était un peu une grosse voiture en réduction. La Topolino est le premier chef-d'œuvre d'un ingénieur visionnaire, Dante Giacosa, qui va faire de Fiat le pionnier des citadines modernes. Les dimensions de la Topolino, seulement 3,20 m de long et 1,27 m de large, en font en 1936 la voiture la plus petite du monde. Les 2 passagers disposent d'une grande place pour les jambes grâce à une configuration inédite. Le moteur, un 4 cylindres miniature de 560 cm3 qui développe 13 chevaux, est disposé devant l'essieu des roues avant, juste sous la calandre. Ce sont ces lignes arrondies, révolutionnaires à une époque où les voitures sont encore carrées, qui lui vaudront son surnom Topolino, petite souris en italien. Une souris conçue pour se faufiler partout, même sur votre balcon. La Topolino est pour les Italiens ce que notre 2 chevaux est pour les Français. Entre ses petits fauteuils, ses petits boutons pour le clignotant, sa petite clé de contact. En fait, c'est vraiment vieux une Topolino aujourd'hui et moi je trouve ça vraiment charmant. Cette Smart avant l'heure sera produite à 500 000 exemplaires jusqu'en 1955, du jamais vu à l'époque. C'est elle qui va vraiment entamer la motorisation de la péninsule. Aujourd'hui encore, les Italiens restent attachés à son charme. Le Tone a essayé celle de Nicodemo Pezzella, un collectionneur de mentons sur la Côte d'Azur, tout près de la frontière italienne. Quand on conduit, on a l'impression un peu, tu sais, d'être dans une 2 chevaux. Sì, sì. Avec les 2 phares rouges comme Sì, ça. la stessa l'impressione, sì. Ouais. Perché le fare sono la même. Oui. Et le son du moteur un peu, même si c'est un 4 cylindres linéaire. Sì, là invece c'est 2... Et la 2 chevaux, c'est un 2 cylindres à plat, mais il y a un peu ce son de l'époque. Allez, on va faire la VMAX. Ah, il y a des motos. Et à la 4e vitesse. Ah sì, 4 vitesse. Regarde, 80 km/h. Allez, il faut freiner maintenant. Attention. Ah. Ah sì, le freinage, il est limite. Limité, sì. Ce succès est aussi international. La Topolino sera exportée ou construite sous licence dans toute l'Europe.
En France, c'est Simca, alors filiale de Fiat, qui l'a lancé en 1936, avant même la sortie de l'original en Italie. La production française avait été un peu favorisée parce qu'il semblerait que, comme la voiture n'était pas tout à fait au point, on voulait éviter de fâcher Mussolini, donc on testait un peu la voiture en France avant sous la marque Simca 5 pour voir comment elle fonctionnait. Sur le marché alors embryonnaire de la voiture populaire, Fiat a pris de vitesse tous les autres constructeurs européens. Sa petite souris était en avance de 2 ans sur la Volkswagen d'Hitler, de 10 ans sur la 4 chevaux de Renault et de 12 ans sur la 2 chevaux de Citroën. Investi sur la production de masse, Fiat a progressivement délaissé la compétition à partir de 1925. Mais un autre constructeur italien l'a déjà remplacé sur les circuits. C'est Alfa Romeo, une firme créée en 1907 par un Français, le constructeur Alexandre Darrac, qui cherchait à exporter ses voitures en Italie. Pour contourner des droits de douane dissuasifs, il ouvre une société en Italie qui finalement, en 1909, périclite. C'est à ce moment-là qu'elle est reprise et qu'elle va s'appeler l'Alfa. Et puis, elle deviendra Alfa Romeo en 1915, lorsque l'ingénieur Romeo s'associe à Alfa pour créer des automobiles, avant tout de course. Au cours des années 1920, Alfa Romeo se fait connaître grâce à ses victoires dans les Grands Prix et en remportant en 1925 le premier championnat du monde des constructeurs devant les Français Delage et Bugatti qui régnaient auparavant sur les circuits. Ce succès vaudra à la marque une notoriété mondiale et lui permettra de vendre à prix d'or à de riches passionnés ses premières voitures grand tourisme dérivées de ses bolides de course. Alfa Romeo devient en quelque sorte le Bugatti italien. La suprématie d'Alfa Romeo en compétition est liée à la conception de l'Alfa Romeo 6C et un petit peu plus tard de la 8C. L'essentiel de cette voiture tient dans son cœur sportif. C'est une œuvre d'art tant esthétique que mécanique. C'est une prouesse d'ingénieur. Ces Alfa Grand Tourisme de route des années 1920 et 1930 étaient construites sur mesure. Alfa Romeo fabriquait les éléments mécaniques qui avaient fait leur preuve en course, puis les faisait habiller au goût du client par un grand carrossier milanais ou turinois. La marque s'est ainsi hissée au sommet de l'excellence automobile. L'une des dernières, qui était une Berlinetta carrossée par Touring, a été vendue plus de 16 millions d'euros aux enchères. Donc ça montre bien qu'on est sorti presque du domaine de l'automobile. En fait, c'est une œuvre d'art à part entière. Dans les années 20 et 30, Alfa Romeo est une véritable pépinière de talents du volant et de la mécanique. Parmi ses pilotes, un personnage hors du commun va alors se révéler. Un certain Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, aujourd'hui on pense aux voitures, mais Enzo Ferrari, ça a d'abord été un homme de la course automobile. Et d'ailleurs, ça a été un homme de la course automobile de tout son vivant. Il n'a vécu que pour ça. Il avait hésité longtemps entre la carrière de chanteur d'opéra, de journaliste sportif et de pilote automobile. Finalement, il est pilote et il est engagé même par Alfa Romeo au début des années 20. Passionné de mécanique, ce fils de garagiste n'est pas le meilleur au volant, mais il se distingue par son charisme et son sens de l'organisation. Ce qui le propulse en 1925 à la direction sportive d'Alfa Romeo et lui vaudra le surnom de Commendator. Enzo Ferrari est incontestablement un personnage impressionnant, respectable et respecté. Il a le verbe haut, il est très intransigeant, c'est pas un rigolo. Il a un sens d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il sait faire évoluer une voiture, il voit très bien quand techniquement une voiture ne fonctionne pas de manière optimale, qu'est-ce qu'il va falloir faire évoluer pour que la voiture gagne en fiabilité, en efficacité. Enzo Ferrari est alors un des hommes clés d'Alfa Romeo, mais il a besoin d'indépendance. En 1929, il crée dans sa ville natale de Modène son écurie de course. Ainsi naît la Scuderia Ferrari, qui au début est une filiale d'Alfa Romeo. C'est à cette époque qu'apparaît son blason si emblématique. Enzo Ferrari rencontre un couple qui vient le voir et ces gens sont les parents de ce pilote de chasse Baraka, qui était un héros de guerre durant la Première Guerre mondiale et qui a été tué lors d'une mission en vol en juin 1918. Et ils disent à Enzo Ferrari, vous avez le même esprit que notre fils, on aimerait bien que vous portiez les armes que
notre fils portait sur son avion, et c'est ce fameux cheval cabré qu'Enzo Ferrari va reprendre sur ses premières Alfa Romeo de course. Durant les années 1930, la Scuderia de Ferrari multiplie les exploits, notamment aux 24 heures du Mans. Mais en 1938, le groupe Alfa Romeo, nationalisé par l'État fasciste, veut reprendre le contrôle de son écurie de course et la rapatrier à Milan. Enzo Ferrari refuse et décide de construire ses propres voitures. Mais la guerre va reporter son projet à plus tard. Alliée à l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie fasciste se retrouve en 1945 dans le camp des vaincus. Ce fiasco entraîne l'effondrement du régime et Mussolini est exécuté par un groupe de résistants. En 1946, la monarchie est abrogée et la République proclamée. Commence alors une période de renaissance, d'essor économique et d'effervescence culturelle que ce pays marqué par 20 ans de fascisme n'avait jamais connu. On voit une Italie qui, d'un seul coup, redécouvre la liberté, a fini la guerre, a fini la quasi-guerre civile qu'il y a eu en Italie, qui a été terrible. On entre dans des années de plus jamais ça. Ce sont les années de ce qu'on appelle la Dolce Vita. Et là, on va avoir une créativité italienne, une créativité dans l'industrie automobile qui finalement participe à tout ce mouvement qu'on voit même dans l'art. Le lancement du cinéma italien tel qu'on le connaît, on a toute cette façon de vivre à l'italienne, cette douceur de vie qui va s'imposer et qui va finalement éblouir tout le monde. La croissance va être très forte, les gens vont voir leur niveau de vie augmenter considérablement et surtout, ils vont se mettre à acheter des voitures en très grand nombre. Après le décès de Giovanni Agnelli en 1945, Fiat reste aux mains de la famille fondatrice et cherche naturellement à accompagner ce formidable boom économique et social. C'est la vocation de la Fiat 600 qui remplace en 1955 la Topolino. Ses lignes bien dessinées, son architecture novatrice et son prix très bas vont en faire un nouveau best-seller. C'est une petite voiture, mais qui a l'ambition de véhiculer les familles, de les emmener pique-niquer le dimanche. Et en cela, elle va complètement changer la vie de l'Italie des années 50. Elle a un moteur arrière, une structure monocoque, de sorte qu'elle est légère, qu'elle offre beaucoup de place à ses passagers et elle demeure très abordable. On peut dire que c'est elle qui a commencé à mettre l'Italie sur roue. Longue de seulement 3,22 m, 20 cm de moins que la 4 chevaux de Renault, la 600 permet de loger 4 adultes et leurs bagages. L'ingénieur Dante Giacosa, qui avait déjà créé la Topolino d'avant-guerre, a même imaginé une déclinaison encore plus familiale, qui peut accueillir 6 personnes en conservant les mêmes dimensions. Elle est baptisée Multipla et lancée sur le marché italien en 1956. Très étonnant par ses formes, ce véhicule fait figure d'ovni lors de sa présentation. Avec ses 3 rangées de banquettes, la dernière pouvant être rabattue pour entreposer les bagages, c'est le premier monospace de l'histoire, 30 ans avant le Renault Espace. L'astuce de la 600 Multipla, c'est d'utiliser toute la longueur du plancher. Du coup, les pédales sont installées en avant de l'essieu avant, de sorte que quand on s'installe aux commandes, on a les jambes qui passent par-dessus les roues et on a les pieds, en fait, près du pare-choc avant. Toutes versions confondues, Fiat produira jusqu'en 1969 2,5 millions d'exemplaires de la 600 en Italie et à peu près autant sous licence à l'étranger. Soit 5 millions au total, un record. Et Fiat ne va pas s'arrêter là. Les années 50, c'est aussi en Italie la grande époque des scooters Vespa ou Lambretta et des micro-voitures comme l'Isetta, cette sorte d'off roulant inventée par un petit constructeur génois, Iso Rivolta. Pour répondre à cette concurrence, Fiat présente en 1957 un modèle encore plus petit et moins cher que la 600, conçu pour les centres urbains de la péninsule. C'est la Fiat 500 qui va entrer dans l'histoire. Dotée à l'arrière d'un micromoteur de seulement 2 cylindres pour gagner de l'espace, cette voiture mesure moins de 3 mètres de long. Au début, c'est une 2 places, mais très vite, Fiat ajoute une banquette pour accueillir 2 passagers supplémentaires. C'était la plus compacte des populaires, on va dire. Elle était plus courte qu'une coccinelle, qu'une 2 chevaux, etc. Elle a aussi un prix très attractif. C'est une voiture qui est vraiment pratiquement le premier prix de l'industrie automobile pendant longtemps. Son succès doit aussi beaucoup à son design, particulièrement réussi.
in 1, 2, 3, 4 persone. Et la Fiat 500 est en miniature une incarnation du style italien, avec deux phares ronds cerclés en inox, avec sa planche de bord peinte couleur carrosserie, son petit volant bakélite blanc. Une bouche sympa, avec sa cadence, ses formes très dodues. C'est une voiture sympathique, tout simplement. La Fiat 500, elle est à l'image de la période, c'est-à-dire une période où on a envie d'insouciance, où les objets ont un design plutôt agréable, des couleurs sympathiques. Très vite, la 500 devient la reine des villes et une icône nationale. E parcheggiare è facilissimo. Au total, plus de 4 millions d'unités seront vendues jusqu'à 1975. La 500 marquera tellement son époque que Fiat la ressuscitera un demi-siècle plus tard en créant sa réplique moderne en 2007. La version de 1957 est aujourd'hui entrée dans le domaine de la collection. À Monaco, on peut encore s'amuser à son volant autour du Palais Princier. Le Tone a rendez-vous avec le président du club local des amoureux de la puce italienne, Massimo Pellessone. Ciao Ton. Hey Massimo. Alors, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture, toi? Bah écoute, tu m'as prêté ta Fiat 500 et j'avais trop chaud, alors je me suis mis un peu à l'air, tu vois. Tu as bien fait, mais c'est exactement la voiture, celle-là. Bah oui, c'est se ça. rafraîchir et s'amuser. Donc ça, c'est ta voiture. Évidemment, merci de me l'avoir prêtée, mais elle est assez classique, c'est une L. C'est une Fiat 500L 1971, totalement refaite à l'origine. C'est ma petite poupée. Ah oui? Tu peux faire ce que tu veux avec cette voiture, tu peux te garer où tu veux. Mais c'était quand même la voiture des campagnes aussi. Aussi, c'est une voiture qui a 30 cm, un peu plus longue d'une Smart. Il est plus étroit d'une Smart, mais dedans, il reste 4 personnes, c'est ça. Sur la Smart que 2. Donc évidemment, je ne vais pas t'apprendre qu'il y a eu des milliards de déclinaisons de la Fiat 500. Exact, les dérivés de la Fiat 500, moi j'ai arrêté à 400 modèles de le compter. Les variantes des 600 et des 500 sont en effet innombrables. Sportive, luxe, break et plus insolite encore, cette version plage. Carrossée par l'italien Ghia, elle est très prisée sur le marché de la collection. Le Tone a pu essayer avec Massimo une de ses raretés, une 600 plage des années 60. Eh non, mais ce que j'adore, tu vois, avec cette voiture, c'est que dans la rue, tous les gens se retournent. C'est la voiture du sourire. À Monte-Carlo, quand on tourne, on oublie les Ferrari, les Lamborghini, les Rolls-Royce. Et tout le monde, il se tourne. C'est quoi cette version là, dans laquelle on est? Comment tu l'appelles, toi? Alors, celle-là, c'est une Fiat Jolly Ghia, faite par le carrossier Ghia dans les années 60. De cette voiture-là, on fait beaucoup de réplicas. Ouais. Parce que c'est la voiture de plage par excellence. Voilà. Ouais. Après est arrivée la Méhari, mais celle-là. C'est la première, c'est celle-là. Celle-là, c'est la première. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est très très cher aujourd'hui cette voiture. Une vraie originale. Ah ben, tu peux monter jusqu'à 40 000 euros. Ah, il paraît que même il y en a qui s'échangent à 100 000 euros, le prix d'une Ferrari. Mais c'est vrai que c'est. Après, elle a des aspects pratiques, elle était pas chère, mais c'est quand même une jolie voiture. Elle est bien dessinée. Elle plaît aux garçons aussi. Hein. Exact. Alors, c'est cette voiture fantastique aussi pour les jeunes. À l'époque, moi, je voulais un Fiat 500. On ne peut pas tout dire qu'est-ce qu'on faisait avec la Fiat 500. Il ne faut pas surtout dire. Il ne faut pas tout dire. Non, il ne faut jamais tout dire. Exact. C'est là on frimait à la plage. Ah ouais. C'est ça. Ça, c'est la Dolce Vita, cette voiture. La joie de vivre. Au début des années 1950, tandis que Fiat triomphe sur le marché des petites voitures, l'Italie brille aussi dans les courses automobiles. Alfa Romeo et son principal concurrent Maserati continuent à enchaîner les exploits sur les circuits. Mais un nouveau constructeur va vite les surclasser. Il porte un nom déjà connu, Ferrari. Après avoir rompu ses liens avec Alfa Romeo, Enzo Ferrari fonde son entreprise en 1947 à Maranello, près de sa ville natale de Modène. Il met alors au point son premier modèle de course, la 125S. Le point fort de cette voiture est son moteur, conçu par un ingénieur venu d'Alfa Romeo, Gioacchino Colombo. On n'avait encore jamais vu une voiture de 1500 cm3 avec un moteur V12. Et ce V12 va être la marque de fabrique de la marque Ferrari pendant toute sa carrière et jusqu'à aujourd'hui, là encore.
Le V12 Colombo des 125 comporte 2 rangées de 6 cylindres inclinés à 60 degrés en forme de V. Le volume de chaque cylindre est de 125 cm3, soit en additionnant les 12, une cylindrée totale d'1,5 litre. À l'intérieur, l'explosion du mélange air-essence actionne les pistons qui font tourner le vilebrequin. Cette architecture est plus performante que celle des moteurs classiques à 4 cylindres en ligne. En passant à 12 cylindres de la même taille, on multiplie par 3 la puissance du moteur et on améliore sa souplesse. Les disposer en 2 rangées de 6 diminue leur encombrement. Colombo ne s'est pas trompé dans son analyse. En fait, en développant le V12, il a trouvé la solution pour l'époque du moteur qui allait pouvoir non seulement faire gagner Ferrari là, dans les années à venir, mais surtout qui allait continuer à faire vivre Ferrari en compétition pendant des décennies. Au volant de la 125 et des modèles qui lui succéderont, les meilleurs pilotes de l'après-guerre multiplient les victoires en Formule 1 et aux 24 heures du Mans. Ce palmarès prodigieux va catapulter le cheval cabré parmi les marques les plus prestigieuses au monde. Mais Enzo Ferrari a besoin de beaucoup d'argent pour financer son écurie. D'où sa décision de vendre à prix d'or des voitures de route dérivées de ces modèles de compétition. L'idée d'Enzo Ferrari, c'était finalement, il y a une clientèle fortunée qui cherche des voitures puissantes. On va mettre nos moteurs de course dans des jolies berlinettes GT avec des sièges en cuir et des chromes. Et on va vendre ça à une élite fortunée, à des chefs d'entreprise, etc. Comme Alfa Romeo avant lui, Enzo Ferrari fabrique la mécanique de ses bolides et les fait habiller par des carrossiers réputés. Très tôt, il noue une relation privilégiée avec un des virtuoses du design italien, le Turinois Battista Pininfarina, qui va devenir son carrossier attitré. C'est comme ça que beaucoup de Ferrari sont reconnaissables aussi au premier coup d'œil, c'est que le dessin de Pininfarina va devenir une signature aussi Ferrari. C'est peut-être une des plus grosses réussites de l'Italie, parce que ensemble, ils vont concevoir des chefs-d'œuvre. À partir de 1952, Ferrari lance une nouvelle série de modèles de route équipés d'un V12 Colombo, dont les cylindres ont été portés à 250 cm3 chacun. Dessinés et parfois assemblés par Pininfarina, ce seront les premières Ferrari produites en grand nombre, notamment pour le marché américain. Grâce à elles, la marque va changer de dimension. Et là, ce chiffre 250 est vraiment magique pour Ferrari. Il va rester en vigueur pendant de longues années. Avec la 250 GT, Ferrari devient un constructeur sur un échelon un peu plus industriel. La plus vendue sera la 250 GTE, première 4 places de la marque, et la plus rare, la 250 GTO, produite à seulement 36 exemplaires. Considérée aujourd'hui par les collectionneurs comme une des plus belles voitures de tous les temps, la GTO est aussi l'une des plus chères. En 2018, l'une d'elles s'est vendue à plus de 70 millions d'euros. Aujourd'hui, ces légendes roulantes sont la propriété des plus riches collectionneurs de la planète. Il y en a beaucoup à Monaco, au lieu des exploits de Ferrari en Formule 1 depuis des décennies. Le Tone a pu accéder au garage de Jérôme Salvador, qui entretient quelques-unes des plus belles 250 GT de la principauté. Je rentre et en fait, à chaque endroit où mon œil se pose, je vois une merveille. Salut Jérôme. Salut. Tu sais pourquoi je suis venu dans ton garage? Donc on est à Monaco, Ouais. ton garage c'est le garage Monighetti. On Ouais. est là pour parler de la Ferrari 250, qu'on puisse comprendre comment cette voiture a fait passer Ferrari du rang d'artisan de l'automobile à constructeur automobile à part entière. Déjà, chronologiquement, on a une voiture de course qui était vraiment dédiée à la course. Donc, on a la 250 Berlinetta SWB. C'est la Le couleur rouge de course, originelle hein. des voitures de Tout à course. fait. Et celle-là, surtout, c'est... La version courte, short wheelbase, avec le châssis court, 2,40 m. Les 250, c'était principalement des V12. Hein. Oui, oui. Derrière, il est apparu la California. Celle d'Alain Delon.
Ouais, c'est la même couleur en plus. Ah oui, c'est la même couleur. Ouais, c'était cette couleur-là, magnifique. Mais il est apparu avec la 400 Super America pour quelques clients plus fortunés qui désiraient même changer certains éléments. Voilà, ils avaient le droit Là, d'avoir. on voit que la finition, il y a du chrome, c'est moins une voiture de course, quoi. On était dans le super luxe pour l'époque, donc il n'y a que 6 modèles qui ont été construits dans ce style, cabriolet. C'est la numéro 3, celle-là. Ah, c'est super. C'est très peu, ouais. Ça, c'est une Lusso, c'est ça. 250 GT Lusso. Le vrai point commun de toutes ces voitures, en fait, c'est le moteur. C'est le moteur, ouais. C'est le V12 Colombo, ouais. Pour les gens qui aiment vraiment les moteurs, le V12 Colombo qu'il y a dans cette Ferrari, c'est bête à dire, mais c'est une œuvre d'art. Il est magnifique. Tout est beau, les carburateurs, la finition du moteur. On n'a qu'une envie, quand on le regarde, c'est de l'entendre chanter. La sonorité du V12 Ferrari, un amateur d'automobile la reconnaît dans le noir, les yeux fermés. C'est quelque chose qui est vraiment singulier. Et ce qui fait cette sonorité, c'est l'alchimie entre la conception même du bloc moteur, les tubulures d'échappement, les longueurs d'échappement. Tout ça est né, il faut bien le comprendre, à une époque où il n'y avait pas de conception assistée par ordinateur. Non mais mec, là, c'est un rêve pour moi, tu vois. Ah ben je comprends, hein. Non mais le bruit que ça fait, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable comme ce moteur, il est plein tout le temps, là. J'ai pas poussé aucunement la voiture et on est à 2500 tours minute en 3e. Elle accélère un peu. Ah, il y a un petit courant d'air chaud qui m'arrive de la boîte, là, j'ai l'impression. Ouais, par le soufflet, là. Ah, c'est magique, ça. Oh, le son. Je suis bien content d'être passé chez toi, tiens. C'est facile à conduire, ça va très vite, ça tourne très bien, ça accélère, c'est délicieux, ça fait un son époustouflant. Tout est parfait dans cette voiture et je comprends aujourd'hui pourquoi c'est une voiture légendaire. Entre le milieu des années 50 et la fin des années 60, le culte de l'automobile en tant qu'objet de plaisir est à son apogée. Les voitures de loisirs, sportives et élégantes, ont la cote et les plus désirables sont alors italiennes. Comme Ferrari, mais dans un registre moins élitiste, Maserati, Alfa Romeo, Lancia et même Fiat en proposent alors une variété infinie, souvent produite en petite série et aux lignes éblouissantes. Les 3 constructeurs principaux italiens proposent une gamme incroyable de voitures sportives, de cabriolets, de coupés, de voitures spéciales, alors que les autres constructeurs européens, et notamment français, sont assez timorés sur ce sujet. C'est l'âge d'or des belles italiennes. Le secret des constructeurs italiens est qu'ils font dessiner leurs modèles les plus innovants par les grands carrossiers milanais ou turinois qui sont alors les plus créatifs au monde. Pininfarina, Bertone, Vignale, Zagatto, Touring et bien d'autres. Ces designers, ils sont dans un nombre qui est absolument considérable. Et ce sont des noms qu'on connaît toujours de nos jours. Donc ce sont des gens qui vont diffuser cette image de l'automobile italienne dans le monde entier. Cette profusion de talents est liée à la culture particulière des ingénieurs en Italie et à la place de l'art dans leur formation. Milan et Turin, par exemple, possèdent leur Politecnico où sont enseignés des éléments techniques, mais également des éléments de design. Il y a donc une attention prêtée également à l'ameublement, prêtée au design des vêtements, qui est très présente dans une recherche de mode et d'esthétique. Et naturellement, l'automobile est un endroit de convergence de toutes ces compétences et de tous ces savoirs. Finalement, dans l'héritage de ce que la Renaissance italienne avait créé. Le style italien dans l'automobile, c'est de l'art. C'est de l'art parce que les véhicules qui ont été produits par les designers italiens sont sublimes et resteront dans l'histoire de l'art de l'humanité. Botticelli, Pininfarina, même combat. On est dans quelque chose d'extraordinaire parce que ça a défini ce qu'est l'automobile actuellement.
Au Hub Héritage de Turin, Gianfranco Gentile a réuni pour le Tone 3 exemples particulièrement réussis de cette créativité. Pourquoi tu as réuni ces 3 voitures ici? Parce qu'en fait, on a décidé de vous donner un échantillon des collaborations des marques italiennes avec les carrossiers. Donc l'univers des carrossiers est très très important pour les marques italiennes. Et là, on a 2 voitures qui ont été réalisées par Pininfarina, la Giulietta en 1955 et la Dino en 1966. Et au milieu, au début des années 60, la Flavia, qui a été réalisée en coopération avec Vignale, ce carrossier turinois. Et puis, il y avait bien sûr Zagato, Bertone, et puis Giugiaro dans les années 70 jusqu'à maintenant, en fait. Donc, il y a vraiment un univers des carrossiers. Et dans les années 50 et 60, c'était très, très commun pour une marque de, par exemple, sortir avec la berline et puis donner le châssis au carrossier. Et donc, par exemple, pour la Flavia, on a la coupé de Pininfarina, la convertible de Vignale et la Sport de Zagato. Donc, chaque carrossier développait une version de la voiture. D'accord. Ça, c'est une voiture qui est assez peu connue en France, hein. Ça, c'est beaucoup plus connu. Et cette voiture a un lien avec Ferrari. Car Dino, le nom de cette voiture, c'était le fils de Ferrari. Oui, exactement. Elle a un peu de Ferrari en elle. Ah oui. Comme, c'est pas que la couleur. Non. Bon, et la dernière, qui est quand même une de mes préférées, ça c'est beau. Hein. Là, c'est vraiment une icône du design italien, avec l'Aurelia B24 qui sort l'année d'avant, en 1954, qui est normalement considérée la voiture, la Spider italienne la plus belle de l'histoire. Ouais. La Giulietta Spider sort l'année d'après, 1955. Elle est vraiment une des chefs d'œuvre de la carrosserie italienne, un symbole de la Dolce Vita. Pourquoi il y avait cette affection pour les carrossiers en Italie? Tu vois, c'est un truc qui existait en France, mais à l'époque... au début du siècle, du XXe siècle, avec Chaperon, Figoni, quand on recarrossait des Delahaye ou des Delage. Et chez les Italiens, ça a perduré beaucoup plus longtemps. Il faut dire que les plus belles voitures françaises ont été dessinées par des Italiens. Donc, si on pense par exemple à Bertoni, la DS, qui est l'icône par excellence du design français, a été dessinée par un Italien. Donc, non, je ne veux pas savoir ça. Ça, je suis désolé. Mais tu as raison. Attends, je la démarre pour voir. Vas-y. Ça, c'est le son de l'Italie. Tu entends le 4 cylindres parfait, un tout petit moteur, mais très bien balancé. Magnifique. Bien balancé, comme tu dis. Eh bien oui. Au milieu des années 60, un nouveau constructeur que personne n'attendait va encore enrichir cette offre pourtant déjà pléthorique de belles italiennes. Lamborghini. Urus, Aventador ou encore Countach, la marque Autoro produit aujourd'hui des voitures de sport extravagantes parmi les plus performantes au monde. Mais à la différence de sa rivale Ferrari, elle n'est pas née de la compétition. Son histoire débute sur un tracteur. Lamborghini, c'est l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Ferruccio Lamborghini, qui fabriquait des tracteurs et des climatiseurs tranquillement depuis le début des années 50. Et donc, il roule en Ferrari, comme tous les gens qui ont réussi en Italie. Il amène sa voiture à la révision de temps en temps, et un jour, il dit à Enzo Ferrari qui croise, il dit « Écoutez, je suis pas très content de ma voiture. » Et Ferrari va traiter ça d'un revers de manche avec mépris et dire à cet homme « De toute façon, c'est parce que vous ne savez pas conduire. » Ferruccio Lamborghini, c'était du signe du taureau, qui était plutôt volontaire, a dit je lance ma propre marque et je ferai mieux que Ferrari. Et c'est comme ça que va naître, dans un premier temps, la Lamborghini 350 GT, suivie de la 400 GT. Mais ce n'est pas suffisant, et pour enfoncer le clou, Ferruccio Lamborghini lance l'élaboration de la Miura. Présentée en 1966, la Miura porte le nom d'un élevage de taureaux, l'animal fétiche que Ferruccio Lamborghini a choisi pour emblème. C'est une voiture révolutionnaire. Ses lignes basses, racées et fuselées, dessinées par le carrossier Bertone, font tout de suite sensation. Et sous cette robe extraordinaire se cachent des technologies issues de la compétition. La Miura peut atteindre 280 km/h. Elle est plus rapide qu'une Ferrari de série. C'est une voiture qui relègue les Ferrari à la préhistoire. L'architecture de la Miura est inédite à l'époque pour une voiture de route. Son moteur, un V12 de 350 chevaux, est situé en position centrale arrière. Il est monté de façon transversale et non plus longitudinale, comme c'est habituellement la règle, juste derrière le pilote et devant le train arrière, au niveau du centre de gravité de la voiture.
Le poids est ainsi mieux réparti, ce qui améliore la maniabilité et l'adhérence à la route à grande vitesse. Les Miura en parfait état sont rares aujourd'hui. Mais le Tone en a trouvé une à Loéac, en Bretagne. Dans ce charmant village au sud de Rennes, Michel Hommel, ancien patron de presse, a créé l'un des plus beaux musées automobiles de France, qui possède un circuit privé. Pour ceux qui n'ont pas visité ce musée, c'est aussi une des plus grosses collections françaises d'automobiles, assez éclectique, mais quand même focalisée sur les voitures italiennes et les voitures de course. Mathieu Lamour, directeur de la maison de vente aux enchères Arcurial Motorcars, est un spécialiste des voitures de luxe italiennes. La Miura est l'une de ses préférées. Mathieu, je suis perplexe. Oui, je vois bien qu'elle te laisse songeur, cette Miura. Complètement. En fait, sur les photos, ça n'a jamais été une de mes voitures préférées. Oui. Et là, je dois quand même reconnaître un certain charisme à la bête. C'est une voiture révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, on a plutôt l'habitude de voir l'habitacle positionné sur la partie arrière avec un très long capot comme type E. Ouais, comme la type E. Et là, l'habitacle est situé vraiment au milieu de l'automobile, ouais. Et le moteur est positionné juste derrière les deux sièges. En position centrale. Exactement. De plus, c'est une voiture extrêmement basse, 1,05 m. Et puis, la puissance de la voiture à l'époque. 350 chevaux pour la première Miura, la P400 Miura, présentée en 67. Ensuite vient la Miura S. 300, c'est celle-là. C'est celle-ci. Ouais. 370 chevaux. Et ensuite la SV avec 385 chevaux. Il faut se rappeler qu'en 67, la championne du monde en titre en Formule 1, c'était Lotus. Ouais. Et la voiture ne développait que 205 chevaux. L'esthétique et les chiffres sur le papier font que la Miura va être un succès et que tous les grands artistes, chanteurs vont avoir une Miura à un moment ou à un autre de leur vie. Alors tu sais que même Johnny Hallyday, un fou de voiture. Oui, il a eu un accident à 180 km/h. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Ah oui, disons, c'est rassurant. Et c'était quoi qu'il avait comme voiture? C'était une P400, premier modèle. Moins bien que celle-là, rassure-moi. Sous la pluie, c'est pas terrible. Hein. La Miura, c'est la voiture de tous les extrêmes, la plus puissante, la plus rapide, la plus chère, mais en même temps la plus difficile à conduire, la plus compliquée à régler, à entretenir pour les clients, les carburateurs qui prennent feu, enfin bon. Et c'est ça qui fait le côté un peu scandaleux de Lamborghini. Aujourd'hui, elles sont très recherchées sur le marché. Et ça vaut autour de 1,4 million, 1,5 million. Bon, ça va. Oui. C'est parti? Ouais. C'est du brut, hein. Ah oui. Par contre, niveau châssis, je suis étonné. On se croirait dans une petite barquette. Regarde ça. Ouais. Elle va où je veux. La direction est légère, précise. Avec le moteur central arrière, l'architecture est parfaite. Hein. On est dans l'architecture des voitures de course. Le compartiment moteur est très étroit et donc ça chauffe vite. Ouais. Voilà, donc il suffit qu'il y ait une toute petite fuite d'essence. Il y avait ce défaut-là, tu vois, on voit tout de suite. Mais on voit les carburateurs d'ici. Ah oui, les carburateurs, c'est faux. On les voit bien. Mais c'est la folie là. Ah oui, tu peux même régler ton rétroviseur direct pour voir ton moteur. Sur le moteur. Ah yes, je le fais. C'est génial. Tu m'étonnes que Johnny s'est laissé griser. Je me sens connecté. Voilà. Tu me dis quand tu sens que je déconnecte aussi, hein. Oui, t'inquiète pas, je te dirai. Parce que je me connais, au bout d'un moment, je vais me sentir grisé. Comme Johnny Hallyday. Ouais. Allumez le feu. Avec la Miura et les modèles qui lui succéderont tout aussi provoquants, Ferruccio Lamborghini va gagner son pari. Rivaliser avec Ferrari sur le marché des voitures de sport d'ultra luxe. Produites en petite série pour une clientèle fortunée, on les appellera dorénavant supercars. Après la Miura, la Countach, qui est une voiture aussi folle et incroyable que la Miura,
qui commence à être un peu plus abouti au niveau de son comportement routier, un peu plus exploitable, mais avec ses portes qui s'ouvrent en élytres comme ça, verticalement, qui va marquer des générations d'automobilistes qui vont avoir le poster dans la chambre d'adolescent, typiquement, voilà, donc dans les années 70. Ces années 70 ne seront malheureusement pas aussi glorieuses pour l'automobile italienne que les 2 décennies précédentes. Car l'Italie, frappée comme les autres pays par le choc pétrolier de 1974, entre alors dans une longue période de crise économique et sociale. On a la crise du pétrole, des problèmes structurels et en plus une crise politique terrible en Italie, entre les mouvements Brigade Rouge, les crises sociales très très lourdes, les problèmes de règlement de compte avec la mafia. Donc tout ça va faire un écosystème extrêmement négatif pour l'industrie automobile. Il y a une corruption phénoménale. On dit que l'usine phare de Fiat, qui est ouverte à tous les sabotages et tous les trafics. Tous les constructeurs italiens sont touchés et se retrouvent en difficulté. Seul Fiat, grâce à sa taille et à ses réserves financières, résiste à la tempête. Le géant de Turin, alors dirigé par Gianni Agnelli, le petit-fils du sénateur Giovanni Ier, va en profiter pour monter encore en puissance en rachetant la plupart des autres marques du pays. Lancia, Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, Maserati et même 50% de Ferrari vont ainsi passer sous le contrôle de Fiat. Comme son grand-père avant la guerre, Gianni Agnelli devient l'homme le plus puissant d'Italie. On est dans le cas unique avec un seul grand groupe, Fiat, qui a progressivement absorbé toutes les marques et puis qui, quelque part, structure l'industrie automobile italienne. Au cours des années 1970 et 80, la marque Fiat réussit à enchaîner encore les best-sellers avec des petites voitures originales et bon marché, comme la 127 en 1971, la Panda en 1980 ou la Uno en 1983. La firme innove aussi en créant des petites sportives brillantes dérivées de ses citadines. Le meilleur exemple est l'A112 Abarth, commercialisée en 1971. Cette voiture est la version remusclée d'une traction avant très innovante, l'Autobianchi 112. Elle a été conçue par Carlo Abarth, un sorcier turinois de la mécanique, à qui l'on doit aussi la Fiat 500 Abarth, une 500 qui a de la dynamite sous le capot. Son A112 Abarth anticipait la mode des GTI que Volkswagen et Peugeot allaient développer bien plus tard. Il faut comprendre qu'à l'époque aussi, Autobianchi, c'était un petit peu le laboratoire de Fiat. Et que l'A112, elle est intéressante parce que c'est une des premières Fiat de série qui est une traction. L'A112 Abarth va bien évidemment être utilisée en rallye, en course, et elle va engranger des résultats impressionnants. L'importateur français, André Chardonnay, va même développer sa propre écurie qui va, elle aussi, se montrer très efficace en rallye. Pour goûter au charme de cette petite bombe, le Tone a retrouvé à San Remo, sur la Riviera italienne, le petit-fils d'André Chardonnay, Sébastien. Fidèle à la tradition familiale, ce pilote professionnel possède une A112 Abarth de rallye refaite à neuf, qui participe à des courses de voitures anciennes. Dis donc, t'entends? Ouais, c'est l'heure, non? C'est l'heure, hein? C'est l'heure que je te pose toutes les questions que j'avais envie de te poser parce que tu m'as accueilli ici avec 2 magnifiques A112. Et il y en a une qui porte ton nom, c'est incroyable. Et celle-là, elle était quand même très spéciale parce qu'elle est légère, peu puissante, mais en fait super maniable. Et donc, elle pouvait damer le pion, j'adore cette expression, damer le pion, à des véhicules bien plus imposants, quoi. L'idée, c'était toujours d'avoir une voiture capable de gagner. Et du coup, 145 chevaux de puissance. 145 chevaux dans une A112? Voilà. Si tu veux, je te montre le moteur. Ouais, allez. Alors, on tire. Alors voilà, tu tires, t'appuies un petit peu. Mais il y a la clim. J'adore faire cette clim, blague, par désolé. contre, ce qui circule là-dedans, Ouais. c'est pas tout à fait C'est froid. pas du- ouais. C'est plutôt autour des 100 degrés. C'est l'huile, c'est C'est ça? l'huile, exactement. Ouais. C'est l'huile qui passe par le filtre ici et qui descend et qui fait le refroidissement. Bon, on regarde un peu l'intérieur et après on essaye. Hein. Allez, bah ouais, on va l'essayer. Du coup, Ah oui, rallye. tu Hein. vois, si tu veux, tu te mets un petit peu rapproche. Voilà, donc bienvenue à bord. Ça, c'est la pression d'huile, la température de l'huile, le voltage de la batterie et le fonctionnement ouais. de l'alternateur. Il y a un coupe-circuit comme sur toutes les caisses de course. Coupe-circuit, ça c'est un voyant qu'on a ajouté pour avoir plus de sécurité, c'est pour la temp et moteur, avoir une info la plus fiable possible. Ouais. Pour démarrer, t'as ton contour. J'ai un petit pilote à côté Oh, de mais dis moi. donc,
Ouais, effectivement, un petit pilote, c'est le Chardonnay 4e génération, ça. T'es fier de ton papa? Oui. Ah, c'est bien. Vas-y, accélère un peu. Après, si tu veux, pour avoir un peu plus de peps à l'axel, tu peux tirer un petit peu plus dans la deuxième. D'accord. Je te fais signe si tu veux quand tu passes la Non, mais vitesse. je veux pas abîmer ta voiture, Ouais, moi, je mais suis c'est pour ça que respectueux. Voilà, là, on veut. Ça va. Ah ouais, ça marche bien, c'est marrant. Ouais. Elle fait un beau bruit en plus, j'adore. Ce qui est incroyable avec cette voiture, ça m'a toujours fait cette sensation et j'ai l'impression que ça te le fait à toi aussi. Quand tu accélères et que tu la sens monter, t'aimerais que ça s'arrête pas, tu sais. Ouais, Elle est enivrante. T'as toujours envie d'accélérer de plus en plus. C'est exactement ce que je me disais. Dans le très rapide, quand tu mets la 5e à fond, tu dois quand même flipper, quoi. Ouais. Parce que ça va faire bim bom, bim bom. Ça sautille, c'est flou, c'est... Faut pas se poser trop de questions. Non, je crois que c'est ça. Mais généralement, en automobile, c'est bien de pas se poser trop de questions. C'est vrai. L'autre constructeur italien qui va sortir renforcé de la crise est Ferrari. La marque a pourtant traversé une période noire au milieu des années 60. Son humiliante défaite face au GT40 de Ford aux 24 heures du Mans en 1966 et 1967 a révélé les difficultés d'Enzo Ferrari à financer seul son écurie de course. Le géant américain lui a proposé de racheter son entreprise. Par réflexe nationaliste, le Commendatore a refusé, mais il a dû trouver un autre partenaire financier. Et c'est logiquement Fiat qui a volé à son secours en achetant 50% de Ferrari en 1969. On voit que l'entreprise perd de l'argent et donc, in fine, Enzo Ferrari sera forcé de lâcher sa société, même s'il gardera quand même la main sur la Scuderia Ferrari. C'est Fiat qui construira ces voitures, donc c'est plus la main d'Enzo Ferrari. Pour relancer la Scuderia, la famille Agnelli apporte des moyens colossaux et très vite, le cheval cabré repart au galop. En 1975, Ferrari redevient champion du monde de Formule 1 avec son pilote Niki Lauda. Ces victoires en course vont redonner une nouvelle énergie à la firme de Maranello, de nouveau à la pointe de l'innovation et de la technologie, comme au plus beau jour. Ferrari va se retirer vraiment de l'endurance, mais par contre va rester le maître en Formule 1 sans discontinuité. C'est quasiment le seul constructeur qui est présent en Formule 1 de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et puis sur les voitures de route, Ferrari va pouvoir continuer de développer ses gammes de voitures. Il va avoir avec Fiat une vraie stratégie, on va dire une vraie stratégie produit. Et cette stratégie va conduire à la conception de nouveaux modèles légendaires, comme la Ferrari Testarossa présentée en 1984, une riposte à Lamborghini sur le marché international des sportifs d'exception. Les années 80, ce sont un petit peu des années fric. Ce sont des années où des gens vont se forger des fortunes considérables en bourse. Et ils auront envie de le montrer par des voitures voyantes. Pour satisfaire cette clientèle, c'est encore à Pininfarina que Ferrari a fait appel. Et le carrossier turinois s'est surpassé. On se retrouve avec une voiture avec des phares rétractables, des entrées d'air proéminentes sur les côtés, un dessin taillé à la serpe. Quand vous regardez une Testarossa de profil, c'est quand même un dessin extraordinaire. La Testarossa en met plein la vue et reçoit un accueil enthousiaste à sa sortie. Côté mécanique, elle emprunte les innovations de la Formule 1, ce qui la rend aussi agile sur la route que sur la piste. Pour tester ses 390 chevaux, le Tone retrouve Mathieu Lamour sur le circuit de Michel Hommel à Loéac. On est en plein dans les années 80 là. Mais non, c'est magnifique. On est d'accord que cette ligne époustouflante, surtout l'arrière que j'aime beaucoup. Ah bah l'arrière, hein, voilà. c'est un des plus beaux arrières de l'histoire de l'automobile. Hein. Et permise par son 12 cylindres à plat qui finalement est très très bas et permet de faire une voiture très basse. Et qui est refroidie par air. Par des ouïes latérales
absolument incroyable. Est-ce que tu imagines que cette voiture a été autorisée à rouler sur la route à l'époque? C'est quand même dingue. Elle a un avant étroit, un arrière hyper large. Hyper large. Regarde ces ailes plates comme ça, qui finissent par un aileron léger. Alors, tu sais que c'est Fioravanti pour Pininfarina qui a dessiné cette voiture. Ouais. Ils n'avaient pas pensé au rétro, en fait. Non. Et regarde le dessin de ce rétro. Oui, non, il est magnifique. Mais j'aimerais bien savoir comment on ouvre le capot arrière. Alors, tu me montres déjà comment on ouvre la porte? Alors, il faut faire comme ça, chercher, et en fait, elle est cachée dessous pour pas abîmer la ligne magnifique de cette voiture. Magnifique. Et là, voilà, tu as l'ouverture de l'avant et de l'arrière. Voilà le magnifique moteur qui prend donc vraiment tout l'espace. Oh. Ouais. C'était vraiment la voiture de série la plus rapide à l'époque, puisqu'elle atteignait 290 km/h. Ah, on va essayer. Peut-être pas sur circuit, j'ai l'impression que la ligne droite n'est pas très longue. Non, ça tourne pas mal depuis tout à l'heure, je suis quand même souvent en deuxième et en troisième. Peut-être qu'on peut y arriver, mais... Non, mais après on freine pas, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Elle est assez unique, je dirais, dans son dessin par rapport à toutes les Ferrari précédentes. C'est une pierre angulaire dans l'histoire de l'automobile aussi, pas que chez Ferrari. Exactement. Il y a eu un avant et un après Testarossa. Ok, il n'y a pas d'ABS. T'as compris, hein? Ouais. Ça sent la gomme. Ça sent la gomme. Ça sent la gomme. Ah, ça y est, elle commence un peu à venir, commence à jouer. Produite malgré son prix à 7000 exemplaires jusqu'en 1996, la Testarossa sera une des Ferrari les plus vendues de l'histoire. Elle témoigne du retour en force du cheval cabré. Mais ses fans n'ont encore rien vu. En 1987, à l'occasion du 40e anniversaire de l'entreprise, Ferrari lance un nouveau modèle encore plus sportif, plus radical et plus cher que la Testarossa. C'est la F40, le dernier chef-d'œuvre présenté par Enzo Ferrari avant sa mort en 1988. C'est une voiture qui incarne au plus pur l'âme d'une Ferrari. La F40 est une voiture de course adaptée à la route. Ses formes donnent la priorité à l'aérodynamisme. Son aileron arrière et ses prises d'air sur les ailes et sur le capot sont pensés comme sur une Formule 1. La garde au sol peut être réglée sur 3 positions: haute, normale et grande vitesse. 12 radiateurs sont nécessaires pour refroidir le moteur. Un V8 double turbo qui permet d'atteindre 324 km/h en vitesse de pointe. À sa sortie, c'est le modèle de route le plus rapide du monde et c'est aussi l'un des plus chers. 1000 exemplaires seront produits jusqu'en 1992. Et la marque aurait pu en vendre beaucoup plus. Ferrari va volontairement limiter la production de la F40 à un petit millier d'exemplaires pour ne la vendre qu'à ses meilleurs clients. Ces Ferrari hors série, produites en quantité limitée, en fait, ce sont un peu des cadeaux que Ferrari fait à ses clients. Pourquoi? Parce que ces voitures, sitôt que leur production est terminée, elles prennent de la valeur. Donc en gros, vous achetiez une Ferrari à 1 million d'euros, vous signez un contrat avec Ferrari pour vous engager à ne pas la vendre pendant 1 an, et après vous la vendez 2, 3, 4 millions d'euros. Créer la rareté pour cultiver son image et justifier des prix stratosphériques. C'est la stratégie des marques de luxe dans la mode ou l'horlogerie. C'est aussi celle de Ferrari à partir de la F40. Le constructeur va par la suite multiplier les séries limitées. Des supercars dont l'aura rejaillit sur toute la gamme, comme la F50 en 1995, la Enzo en 2002 ou plus récemment la Stradale en 2019. Ferrari est unique. Il n'y a aucun autre constructeur qui peut faire 500 voitures en série limitée et les voitures, elles sont vendues dans l'heure. Depuis le début des années 2000, la mondialisation et l'augmentation du nombre de millionnaires sur tous les continents a beaucoup profité à la marque de Maranello, davantage encore qu'à ses rivales Lamborghini, Aston Martin ou Porsche. Sa rentabilité s'est envolée, lui permettant de se détacher de Fiat en s'introduisant en bourse en 2016. Aujourd'hui, Ferrari se distingue des autres constructeurs par sa politique commerciale ultra-élitiste.
ces concessionnaires s'efforcent de donner l'impression à leur riche clientèle d'appartenir à une communauté de privilégiés. Une sorte de club ultra chic dont les membres doivent quand même s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir s'offrir la voiture de leurs rêves. Le Tone s'est immergé dans cet univers en s'invitant chez Pozzi à Levallois-Perret près de Paris. Cette concession Ferrari, dirigée par Eric Neubauer, est la plus grande d'Europe. 16 000 m² sur 5 étages et des Ferrari à n'en plus finir, de la gamme actuelle ou de collection. Un incroyable magasin de jouets. Eric, je vais faire simple. Ferrari, aujourd'hui, c'est même plus une marque, c'est presque un nom commun. Enfin, c'est rentré dans le langage courant. C'est Parce une Ferrari. qu'ils n'ont jamais dévié de leur histoire. C'est ce que disait Enzo Ferrari, une voiture de moins que les clients me demandent systématiquement. C'est pour ça qu'on est aussi un peu dans cette ambiance. Là, c'est pour les faire attendre, justement. Non, ils sont chez eux. C'est un club. D'accord. D'abord, c'est un club. Donc, dans un club, on va y retrouver le coin salon, un vrai bar. On est chez eux. C'est une communauté. Une communauté. Alors ça, c'est l'endroit où on peut configurer sa voiture. Oui, c'est un endroit assez étonnant. Donc, d'un côté, on a toute la typologie des sièges. Ouais. Et puis, dans cette partie-là, donc, on a déjà un premier choix de couleurs et puis un certain nombre d'accessoires. Des choix sur les bouchons de jantes, les couleurs de ceinture, les stitching. Et puis, là, il y a un large choix de cuir. Mais toute l'étendue du cuir se trouve... Sur un nuancier. Ah oui. On peut aller très, très, très loin. Et puis, il y a des exemples sur les différents calipers, voire même les jantes en carbone ou les différents volants. Ah oui, il y a autant de volants de ça disponibles. On peut faire semblant de les conduire. On peut même surtout les prendre. Ah oui. Voilà. Écoute, je vais juste prendre cette partie, moi, parce que le reste, c'est un peu trop cher pour moi. Mais... Ce volant, le Tone va quand même pouvoir le tester en essayant sur le périphérique parisien une Ferrari 296 GTB à moteur hybride essence électrique. Une voiture aussi à l'aise en ville que sur route ou sur piste. C'est le pilote Thomas Neubauer, le fils d'Eric, qui l'accompagne. Donc là, tu es uniquement en électrique. Tu es là, accélère fort. Ah ouais, d'accord. C'est agréable quand même, le son du... Le son est magnifique. Hein. Le son d'un moteur, quoi. Ils ont vraiment fait un travail sur ce son qui est... T'as vu comme je suis doux et en même temps on a du son. On va pas trop vite et en même temps on a le son. Et là on est en électrique. C'est ouf. T'as essayé l'accélération en électrique? Bah vas-y. Ouais, ça va, c'est tranquille. Bah après, il faut pas oublier qu'on a quand même un peu plus de 600 chevaux thermiques et uniquement, entre guillemets, un peu plus de 150 chevaux électriques. Ouais, donc quand t'es comme ça, là t'as 160 chevaux environ. Ah ouais. Donc pour 160 chevaux, c'est quand même pas déconnant. Non, c'est vrai, c'est logique. Les gens voyaient la voiture, mais ils se demandaient où était le son de la voiture. Donc ils regardaient, puis en fait, ils cherchaient ailleurs. Ils comprenaient pas que cette Ferrari fasse zéro bruit. Toi, t'es un vrai pilote. Je vais m'accrocher un peu alors. Petit problème de motricité, il y a beaucoup de chevaux. Hein. On est sur les pavés. Ah oui, bien sûr. On mettra ça sur le coup des pavés. C'était un 0,50 km/h de qualité en tout cas. Ferrari est devenu le joyau de l'Italie, son étendard industriel. Il ne reste aujourd'hui que 2 autres constructeurs importants pour défendre les couleurs du pays. Fiat, qui avec ses différentes marques s'est renforcé en s'alliant avec l'américain Chrysler, puis en 2021 avec Peugeot au sein du groupe Stellantis, et Lamborghini qui a été racheté par Volkswagen en 1998. Face à une concurrence internationale de plus en plus féroce, ces firmes ont le même atout, un patrimoine historique exceptionnel et ce savoir-faire singulier qu'elles ont accumulé depuis un siècle. L'automobile italienne, elle a une âme et c'est ce qu'elle doit continuer à cultiver si elle veut survivre en fait dans un milieu mondialisé et globalisé. Finalement, c'est une industrie qui a toujours réussi à se relever et parfois avec un seul modèle. Il faut que l'Italie reste italienne, hein, il faut que la Dolce Vita dans l'automobile italienne soit toujours là, parce que sinon, on va rebuter des clients qui vont dire « mais pourquoi acheter une voiture italienne alors que je peux peut-être en avoir une chinoise moins chère ?» Non, la voiture chinoise n'aura jamais la touche de Dolce Vita. Le défi des constructeurs italiens est de préserver cette identité pour continuer à inventer, comme ils l'ont toujours fait, l'automobile de demain.
Oh merde.